Yo les bros, on se retrouve enfin pour le troisième et avant-dernier épisode sur les Databook Gift Cards. Cette fois-ci, ce sont les packs 7, 8 et 9 qui seront à l'honneur avec de nombreuses révélations sur des membres de la marine. Mais pas seulement, puisque des personnages comme Sabo, Doflamingo ou encore Ener nous dévoileront quelques petites subtilités. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité des informations des Gift Cards sur le site d'Arthur, The Library of Wara. Sachez que dans cet épisode, j'ai zappé de nombreuses infos volontairement au sujet de la Doflamingo Family qui n'étaient pas forcément intéressantes, donc je vous invite à aller les checker vous-même si vous êtes fan de Dofi et sa famille. Allez, commençons car on a beaucoup de boulot. C'est l'amiral en chef Sengoku qui ouvre le bal cette fois-ci. Sengoku, Garp et Tsuru sont considérés comme de vraies légendes de la marine qui ont affronté et rencontré Roger et Barbe Blanche à de nombreuses reprises. Sengoku lui a monté les rangs en passant de vice-amiral à amiral pour finir par devenir amiral en chef. Il doit ses promotions à son sens tactique et stratégique incroyable lui permettant donc de prendre l'avantage sur de nombreux pirates durant sa carrière. C'est lui qui a contrôlé la guerre de Mindford et qui est à l'origine de toutes les stratégies mises en place à ce moment-là. Son grade d'amiral en chef lui a valu la connaissance de certains secrets très confidentiels du gouvernement comme la réelle raison de la destruction d'Ohara ou la vérité derrière le clan d'Eddie. D'ailleurs, il sait que le clan d'Eddie suit toujours un destin très précis et déterminé. Alors je m'arrête sur cette information car elle sous-entend bien que le haut du panier du gouvernement connaît parfaitement le secret derrière le clan d'Eddie. Ce qui sous-entend aussi que la véritable histoire du siècle oublié et encore aujourd'hui peut être bel et bien racontée aux personnes de confiance. Car sauf s'ils lisent le contenu des poneglyphes, rien n'explique comment ils pourraient connaître la véritable signification de cette lettre autre qu'une connaissance transmise. En gros, beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense ont parfaitement conscience de l'importance et de l'origine de cette fameuse lettre. Il est immensément puissant. Évidemment, il possède le haki de l'armement et de l'observation, et par-dessus tout, et cela est une première dans la marine jusqu'à présent, il possède le haki des rois. C'est une chose à la fois surprenante et à la fois pas du tout. Même si je ne remets absolument pas en question la puissance de Sengoku, j'aurais surtout vu des personnages comme les amiraux par exemple avec le haki des rois. Ils sont quand même les plus puissants membres de la marine et pourtant ils semblent loin de posséder ce pouvoir. Pourtant ils mériteraient autant de le posséder qu'un Eustace Kid ou un Don Chinjao. Donc je me demande à quel point le haki des rois sera développé à la fin du manga dans les dernières batailles puisqu'aujourd'hui ça semble être un prérequis dans tous les combats entre personnages. Quelqu'un n'ayant pas le haki des rois semble irrémédiablement désavantagé face à quelqu'un donc qui le possède. Il a consommé un Zoan mythique, le fruit du Bouddha lui permettant d'invoquer des ondes de choc par sa main au pouvoir destructeur. Comme nous l'avons vu face à l'équipage de Barbe Noire, ses attaques étaient particulièrement puissantes au point qu'il touche en une seule fois tous les pirates de Teach ainsi que Teach lui-même. Il a récupéré et élevé Rosinante, soit Corazon, comme son fils et a toujours respecté son sacrifice pour la vie et la liberté de l'eau. Ça, c'était juste pour la partie émotion. Garp. Tout comme Luffy, il a toujours été un esprit libre étant appelé par la liberté. C'est pour cette liberté qu'il préfère rester vice-amiral plutôt que monter en grade dans la marine. Il a gagné son titre de héros il y a de cela 40 ans après l'événement des Rocks sur God Valley. 10 ans plus tard, il a battu Chinjao, considéré comme la tête la plus dure du monde, ce qui lui a valu un nouveau titre, Garp le Point, un nom qui sera donc redouté par de nombreux pirates. Ce titre vient principalement de son haki d'armement dévastateur, plus puissant qu'un boulet de canon, lui ayant permis de vaincre un grand nombre de puissants guerriers du Nouveau Monde en un seul coup, comme il a fait par exemple avec Marco. Le haki des rois n'est pas mentionné le concernant, mais cela ne veut absolument pas dire qu'il ne possède pas pour autant. Par exemple, la Gift Card de Kid ne mentionnait pas son haki des rois et pourtant quelques chapitres plus tard, il a été révélé. Et honnêtement, vu l'ampleur d'un personnage comme Garp, je trouverais ça plus étonnant que jamais qu'il ne possède pas cette forme du haki. Tsuru. Parmi le trio qu'elle composait avec Garp et Sengoku, elle en était le cerveau grâce à sa ruse et son intelligence. Elle a acquis un grand savoir sur de nombreuses choses à travers le monde et ses compétences intellectuelles ont assisté Sengoku plusieurs fois dans ses plus grandes décisions. Elle possède également le haki de l'armement et de l'observation tout en étant considérée comme possiblement la plus puissante femme de la marine. Lorsqu'il a voulu récupérer Doflamingo, Jack s'est fait arrêter par Fujitora et elle qui ont été capables de le vaincre. Chose quand même assez incroyable montrant par-dessus tout la puissance que les hauts gradés de la marine peuvent avoir. Son fruit du démon, le Woshu Woshu no Mi, lui permet de purifier ou du moins de laver ses adversaires, éradiquant le mal de leur cœur. Petit mea culpa, il s'agit du fruit du démon que j'ai le moins compris de ma vie, depuis son introduction jusqu'à aujourd'hui. Il doit pourtant être très fort pour qu'un personnage comme Solo le possède, mais je n'arrive pas à comprendre ses effets. Apparemment, cela permet de laver le cœur d'un pirate et ainsi le purifier, le rendant un peu moins méchant. Du coup, est-ce que c'est permanent? Est-ce que ça prend effet que sur une durée de quelques heures ou de quelques jours? Voilà. C'est dommage de ne pas avoir d'informations supplémentaires parce que sur papier, il a l'air vraiment fort. On imagine facilement qu'un fruit comme ça n'aurait cependant aucun effet sur Luffy, dans son cœur est d'une pureté sans pareil.
Aokiji, il possède une sorte de relation avec l'équipage de Barbe Noire et les marines disent de lui qu'il s'est allié avec les ténèbres. Malheureusement, toujours que très peu d'informations sur Aokiji et son réel objectif en tant qu'équipier de Stitch. Mais je tenais bon à vous rappeler que quand même, un ancien amiral de la marine et sûrement l'un des plus puissants d'ailleurs, est actuellement allié à Barbe Noire. Évidemment, connaissant le bon fond d'un mec comme lui, son alliance avec Barbe Noire doit forcément cacher quelque chose. On a appris récemment qu'un personnage censé avoir quitté la marine était en réalité une sorte d'espion infiltré, il y a donc de fortes chances que ce soit le cas pour Aokiji et qu'avec le soutien de grands noms de la marine et du gouvernement, il a dupé le monde entier pour faire croire à cette démission de la marine. Alors que finalement, il bosserait toujours en tant qu'espion, je trouve que ça collerait plutôt bien au personnage. Fujitora. Alors Fujitora et Akainu ont seulement 1 an de différence mais semblent plutôt bien se connaître. C'est après avoir vu de nombreuses choses qu'il ne voulait pas avoir comme la corruption du monde et bien d'autres que Fujitora s'est rendu aveugle lui-même. Son fruit du démon est le Zushi-Zoshi-no-Mi, lui permettant de contrôler la gravité. Sa lame elle se nomme Gravitou et il l'utilise pour invoquer les pouvoirs de son fruit du démon. Ici Oda dément une théorie très sérieuse, appréciée et pour le coup vraiment intéressante au sujet de Fujitora et son fruit du démon qui n'aurait en réalité été consommé par nul autre que son sabre. Alors non, c'est bien le pouvoir de Fujitora qu'il a lui-même consommé. Cependant, il utilise son sabre comme un bâton, tel un mage, pour utiliser son fruit. Je pense que c'est juste au final un effet artistique et que s'il le souhaite, il pourrait utiliser son fruit du démon avec un d'autre que ses mains ou alors une sorte de branche de bois. Sabo. Ak, Koala et Sabo sont quasiment inséparables et considérés comme complémentaires. Sabo regrette de ne pas avoir pu sauver Ace à cause de son amnésie, c'est pourquoi il s'est juré de protéger Luffy coûte que coûte. Les pouvoirs de son Mera-Mera-no-Mi combinés à son style de combat Ryosuken le rendent totalement redoutable. C'est vrai que l'utilisation du Mera-Mera-no-Mi par Ace et Sabo sont très différentes. Ace lui se basait beaucoup sur ses flammes, tandis que Sabo lui mélange ça à un art martial et son haki. Je ne sais pas quel style de combat je préfère du coup, donc dites-moi dans les commentaires qui entre Sabo et Ace vous préférez l'utilisation du Mera-Mera-no-Mi, sans parler du personnage en lui-même bien évidemment. Allez, à vos claviers. Les dragons célestes. Malgré leur apparence, San Carlos et Charlia n'ont respectivement que 22 et 15 ans. Oui, Carlos n'a que 22 ans, voilà. Après Dokkyu qui n'en a réalité que 28, ça vaut pas le coup ni d'être un Tenryubito ni d'être un pirate en fait. Le père, Roseward, aime collectionner des esclaves pirates, Carlos lui aime avoir des femmes esclaves, notamment des sirènes. Oubliez, je préfère être pirate quand même. Rob Lucci. Rob Lucci a appris le haki de l'armement et de l'observation durant l'ellipse. Ça, c'était juste une info pour montrer que oui, Luffy n'est pas le seul à avoir évolué avec le temps et surtout pour dire qu'à 30 ans, il était temps pour Lucci de se bouger et d'apprendre ce qui semble être une sorte de base pour n'importe quel combattant. Stussy, très peu de choses connues à son sujet, notamment son âge qui est son autre confidentialité, est connu que par très peu de personnes. Cette information du coup elle m'intrigue. Est-ce que c'est parce que l'âge d'une femme est tabou ou parce que Stussy cache un truc? Du style qu'elle est en réalité hyper vieille mais elle a un secret qui la rajeunit ou un truc du style. Ça se trouve, no fake mais c'est elle qui a subi l'opération d'immortalité du Ope-Ope-no-Mi et donc Stussy a en vérité 230 ans ou un truc comme ça. Bon, alors après, j'avoue, ça n'apporterait rien, je pense, à l'histoire, donc prenez pas ça au sérieux. Mais c'est vrai que ce genre d'information m'a toujours perturbé, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas. Il y a très longtemps, elle a infiltré la pègre pour une mission et a monté les rangs afin d'être considérée comme l'un des empereurs de la pègre. De ce fait, elle a accès à de nombreuses informations primordiales ainsi que de passe-droit, comme participer au Tea Party de Big Mom. Morgan, c'est l'un des rares à connaître sa véritable identité, tous les deux se connaissent depuis longtemps et se sont entraidés à de multiples reprises sur l'échange d'informations. Elle est au courant que le Tamatebako était à l'origine de l'explosion de la Tea Party, elle a donc pensé que Luffy était en réalité un mastermind feintant d'être un idiot et qu'il serait à l'origine de cet attentat. Alors ouais, vous avez bien entendu, en gros, l'une des principales raisons pour laquelle Luffy a une prime de 1 milliard et 500 millions, c'est parce que des gens sur place n'arrivaient pas à imaginer qu'il soit autant débile qu'il est vraiment, et donc que ce soit en réalité un mastermind. En gros, c'est tellement pas possible d'être aussi teubé que lui, qu'il préfère imaginer ce type comme un génie. Ça me tue sérieux. Le Thousand Sunny. Alors le Sunny fait bien 56 mètres de haut. Ça c'est donc une info officielle, donc oui, arrêtez de me dire que la taille du Sunny est trop abusée et qu'il doit y avoir une erreur. Oui, dans une vidéo d'octobre, il me semble, je parlais des tailles dans One Piece et quand je comparais le Sunny avec l'Arche de Triomphe, qui ont littéralement la même hauteur, on voulait pas me croire. Donc, par pitié, engueulez Oda, mais pas moi. César Clown, il est responsable de nombreuses expériences ayant causé beaucoup de douleur aux gens. Son fruit du démon du gaz, combiné à ses connaissances, font de lui un scientifique incroyablement performant. Il s'est échappé de Whole Cake Island, mais on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Les Yeti Cool Brothers. Ils font partie d'une ancienne espèce de géant, et ils sont également plus grands que Oz, en mesurant plus de 42 mètres. On en revient justement à une des infos des précédents épisodes où il nous a été révélé que Oz et Oz Junior faisaient partie d'une race connue comme étant les anciens géants. Donc si on suit une certaine logique, les Oz sont les ancêtres des géants et les Yeti Cool Brothers sont la passerelle entre les démons Oz et les géants plus humanoïdes comme Dory ou Brogy ou encore Aerudine. Alors, pour le coup, je pense faire une vidéo sur ce sujet car je dois avouer que l'origine des races dans One Piece me passionne de plus en plus.
Le dragon de Vegapunk. Le dragon rouge qui a tué Zoro sur Punk Hazard était le 13e essai de Vegapunk à créer un dragon et c'était aussi le plus réussi. Il a été pris en admiration par les dragons célestes, et les dragons célestes sont justement en général fascinés par les dragons. Vegapunk a des connaissances en biologie si poussées qu'en créant ce dragon, il lui a donné le pouvoir de s'envoler dans le ciel, ainsi que de générer des boules de feu. Momonosuke. Il possède le haki de l'observation, et s'il est parvenu à entendre la voix de Zunesha, c'est grâce à sa capacité à entendre la voix de toute chose. Il aurait cette capacité à un niveau encore au-dessus que celui de Luffy. Donc oui, Luffy et Roger ne sont pas les seuls à avoir cette capacité, Momonosuke a encore ce petit truc mystérieux chez lui, lui donnant certains dons et pouvoirs que seuls des personnages légendaires possèdent. Aiza. Tout comme Momonosuke, elle possède le haki de l'observation. Depuis qu'elle est bébé, elle peut sentir tout ce qui se passe autour d'elle. Elle serait capable d'entendre la voix de tout le monde sur l'île de Skypiea. Cette information laisse donc sous-entendre qu'elle aussi, d'une certaine façon, entend la voix de toute chose. Et pour le coup, je me demande ce qu'Oda prévoit pour ce personnage. C'est trop suspect de lui conférer un pouvoir si particulier pour ne pas plus s'exploiter. Gardez Aiza en tête car elle a de grandes chances d'avoir un rôle important lors de sa réapparition, ou du moins faire partie d'une grande révélation au sujet de la voix de toute chose. Wiper. Les patins de Wiper sont faits en granit marin, qui sont uniquement confectionnés sur Wano. J'ai quelques petites idées à ce sujet que je devrais exprimer en vidéo dans l'année, du coup essayez de vous faire votre propre avis sur cette révélation d'une ampleur relativement grosse. Le poneglyphe protégé depuis des années et des années par les Shandia avait comme but de mener Goldie Roger sur sa véritable destination. Au final, ça ressemble à une sorte de prophétie dont Goldie Roger était non pas l'acteur principal, mais le messager. Si le destin a fait que Roger devait se rendre sur Laftel, c'était pour lancer la vague de piraterie et guider Luffy sur son propre chemin. Il lui a ouvert la voie, tandis que Luffy ira accomplir ce que Roger ne pourra jamais faire. Ça serait assez beau finalement, que Roger ne soit pas aussi important qu'on le croit et qu'il finisse par modestement être oublié, alors qu'à une époque il était considéré comme le très grand roi des pirates. Ener. Il possède également le haki de l'observation et sa capacité à manipuler l'électricité le rendait capable d'entendre tout ce qui se passait sur l'île. C'est un homme sans remords pouvant tuer de sang-froid, femmes ou enfants, sans hésitation s'il devait le faire. Quand Ener est arrivé sur la Lune, il a trouvé l'ancienne cité lunaire Bilka. Cette cité partage le même nom que la ville dont il est originaire, qu'il a d'ailleurs détruite. La question désormais est quelle est la connexion entre les deux? Après avoir ramassé une armée de soldats sur la Lune, il prépare son prochain coup. Alors il est intéressant que le retour d'Ener soit réellement mentionné pour la première fois de source officielle. Ce n'est donc plus de la fabulation, Oda compte réellement le réintégrer dans l'histoire avec son armée de Spacey. Doflamingo. Entre vendre des armes à différents pays, produire le liquide artificiel des Smiles et même faire du trafic d'humains, Doflamingo contrôlait la plus grande organisation du crime dans le Nouveau Monde, et sans doute dans le monde entier par extension. Il tirait les ficelles dans l'ombre en ayant un contrôle absolu sur la pègre, le rendant incroyablement important dans le Nouveau Monde. Et ça, je trouve ça absolument fou. Doflamingo est vraiment un mec qui aurait pu avoir le potentiel d'un empereur. Je le dis encore, mais si la puissance ne lui faisait pas défaut au point d'être battu par Luffy, le Joker aurait eu toutes les cartes en main pour devenir l'un des plus puissants pirates. Car son réseau est juste incroyable, son empreinte sur le Nouveau Monde était vraiment marquée, et ça aussi on l'a vu quand il a été défait, ça a produit une véritable onde de choc sur les mers. Même en tant qu'enfant, il n'a jamais flanché face à la mort. Il avait une détermination sans faille, tout en ayant les dispositions d'un roi. Doflamingo a connaissance du trésor national qui sommeille au fond de Marie-Joise. Oda, lui, se demande à quel point cela va affecter le monde. Un point sur lequel je voulais absolument revenir, le fameux trésor de Marie-Joise. Teasé depuis maintenant des années, ce trésor semble demander la possession du pouvoir ultime du Ope no Mi que Doflamingo convoite tant. Vous savez, j'ai eu une hypothèse principale à son sujet, c'est que le trésor de Marie-Joise ne soit pas le chapeau de paille géant. C'est ce qu'on pouvait penser et ce qu'Oda nous laissait penser dans le chapitre 906, mais un élément me faisait tiquer. En effet, le chapeau de paille ressemblant quasiment trait pour trait à celui de Luffy, je ne vois pas comment Doflamingo, lui qui a apparemment vu ce fameux trésor, n'a pas pu faire justement le lien avec Luffy. Donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est littéralement impossible que le chapeau de paille géant soit ce qu'a vu Doflamingo, alors que Luffy, connu justement pour son chapeau à travers le monde, n'a jamais intéressé l'ancien Shichibukai autrement qu'un adversaire. Cependant, la Vivecard laisse désormais supposer que le secret sommeillant au fond de Marie-Joise est réellement ce chapeau de paille, puisqu'il est dans les profondeurs du dit château. C'est donc assez mystérieux et l'information dans la Vivecard n'est pas là pour aider à éclaircir cette histoire. Pour finir autour de Doflamingo, lui et Viola ont eu une relation passionnée. Voilà. Sugar. Elle est la petite sœur de Monet. Malgré sa petite taille, sa vitesse est incroyable au point qu'elle puisse surpasser celle des Tontata. Elle et Monet ont été sauvés d'un environnement vraiment dangereux par Doflamingo. Cette information prouve bien que Doflamingo, bien qu'il soit vu comme un monstre dans nos yeux, représentait un véritable héros pour sa famille qu'il aimait d'un amour sincère. Jaguar dit Soul. Il fait partie du clan des Dee, mais ce n'est pas un être humain. Ce à quoi Oda pose la question, comment les Dee sont-ils connectés par leur lignée de sang? Si vous voulez voir ma théorie à ce sujet qui mérite d'ailleurs une grosse refonte, je vous la fais apparaître dans le petit i en haut à droite de l'écran.
Nico Olvia. Les chercheurs d'Ohara étaient incroyablement proches de révéler le secret du siècle manquant. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire à temps. Évidemment, c'est une référence au Buster Call qui a exterminé les chercheurs d'Ohara ainsi que le fruit d'années de travail. Donc, même sans aller sur Raftel, qui est d'après de nombreuses théories de fans l'endroit où la véritable histoire se cache, eh bien les chercheurs d'Ohara auraient presque réussi à découvrir tous les secrets du monde, sans doute grâce aux poneglyphes qu'ils déchiffraient. Peut-être donc qu'en réalité, la véritable histoire de One Piece ne sera pas dévoilée sur Raftel, comme on le pense, mais en lisant les poneglyphes jonchant l'océan. Que les Mugiwara n'atteindront la dernière île qu'après avoir refait un tour complet du globe, mais cette fois-ci non pas en quête de la dernière île, mais du Rio Poneglyph, celui dévoilant la véritable histoire du siècle oublié. Et voilà les bros, c'était une très grosse vidéo, et par-dessus tout, l'avant-dernière de cette série. J'ai vraiment kiffé redécouvrir toutes ces informations avec vous, et j'espère que ça a été le cas justement pour vous également. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le dernier épisode, en attendant je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et à la prochaine. Peace les bros.